Mesdames, Messieurs, bienvenue, nouvelle édition de Tour du Monde Afrique. On commence par le dossier libyen. En fait, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui se trouvait à Banjul, la capitale gambienne, pour participer au 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, a rencontré samedi dernier Moussa Al-Kouni, chef adjoint du Conseil présidentiel libyen. M. Choukri a réitéré le soutien continu de l'Égypte au processus politique libyen et aux efforts visant à concilier les points de vue. Tout de suite, plus de détails dans ce commentaire. Une entreprise africaine propose aux particuliers et aux entreprises des formules d'abonnement à l'énergie solaire et aux batteries bénéficient de la récente hausse des financements privés. Selon le chef de cette entreprise, samedi, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a rencontré Moussa Al-Kouni, chef adjoint du Conseil présidentiel libyen, en marge du sommet de l'Organisation de la coopération islamique en Gambie. Le chef de la diplomatie égyptienne a exprimé l'engagement de l'Égypte à soutenir le Conseil présidentiel libyen et à maintenir l'unité de la Libye. L'Égypte a réitéré son soutien continu au processus politique libyen et aux efforts visant à concilier les points de vue. La réunion a abordé la nécessité de retirer les forces étrangères de Libye sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et des résultats des processus de Paris et de Berlin. Choukri et Al-Kouni ont convenu de poursuivre leur coordination conjointe et leur visite de haut niveau pour instaurer la stabilité en Libye. Al-Kouni a lui salué le rôle de l'Égypte et son engagement en faveur de la stabilité de la Libye, reconnaissant la contribution significative du Caire à la résolution de la crise libyenne. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est rendu vendredi à Banjul, la capitale gambienne, pour assister au 15e sommet de la conférence islamique prévu samedi et dimanche. Le sommet de 2 jours est tenu sous le thème Renforcer l'unité et la solidarité par le dialogue pour le développement durable. Le sommet a abordé des questions politiques importantes, notamment la guerre d'Israël contre Gaza et la crise au Soudan et en Libye. Il a abordé également des questions économiques liées à l'accélération de la réalisation des objectifs de développement durable, à l'élimination de la pauvreté et à la lutte contre le changement climatique. Le sommet a par ailleurs appelé à rejeter les discours de haine et d'islamophobie et à promouvoir l'esprit de dialogue et de tolérance entre les civilisations, les cultures et les peuples. Et pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Meligi, ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Alors bonjour, Votre Excellence. Bonjour à vous, à vous et tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors en fait, on parle aujourd'hui du dossier libyen et des efforts égyptiens visant à concilier les points de vue et les efforts déployés pour favoriser la tenue des élections présidentielles législatives sous l'égide d'un gouvernement unifié. Alors comment vous voyez le rôle égyptien, Monsieur l'ambassadeur? Le rôle égyptien a été crucial dès le début. On a toujours appelé à la sortie totale de tous les forces étrangères, tous les mercenaires, tous les pays qui ont des influences sur la Libye, parce que toute présence étrangère en la Libye met en danger pas seulement la Libye et sa stabilité, mais plutôt la région en sa totalité. C'est pour ça que l'ONU a toujours appelé à la coopération de tous les pays concernés par la question libyenne, en particulier les pays voisins préoccupés par la stabilité de la Libye, pour contribuer à remédier à la situation dans ce pays, considérant que la stabilité dans ce pays représente une extension de la stabilité pour tous les pays voisins. Alors, je trouve que c'était très important de demander toujours, et ce que l'Égypte a toujours appelé à faire, c'est de aider à évacuer les mouvements armés étrangers, les combattants étrangers et les mercenaires de tous les territoires libyens. Oui. Alors, au cours de cette réunion, Monsieur l'ambassadeur, les responsables ont évoqué la nécessité de la poursuite, de la dissolution des milices et du retrait, bien sûr, de toutes les forces étrangères. Alors, comment l'existence de ces milices et de ces forces étrangères, en fait, menace l'État libyen? Bon, comme vous le savez, et tout le monde le sait déjà, que c'est très important d'unifier toutes les institutions militaires et sécuritaires libyennes, afin de pouvoir établir la paix et la stabilité dans le pays.
Alors, et c'est de là que vient l'importance de trouver une solution pour laisser la question libyenne aux Libyens eux-mêmes à la résoudre. Je pense que c'était toujours la position de l'Égypte depuis le déclenchement de cette guerre civile, si je veux dire le mot, en Libye, parce que tant qu'il y a des forces étrangères qui sont en train de jouer en faveur des pays qu'ils représentent, cela va retarder le rétablissement de la paix et de la sécurité dans ce pays voisin. Ce qui met en danger aussi notre sécurité à nous sur nos frontières ouest. Comme vous le savez, l'Égypte est très intéressée par les trois voisins qui nous entourent, que ce soit à l'est ou à l'ouest ou au sud. Et malheureusement, il y a une situation insécuritaire, il y a une situation qui menace notre paix, notre sécurité nationale en Égypte, et c'est pour ça que l'Égypte, en tant qu'un pays voisin, est très proche de la Libye depuis des décennies et des centaines, et peut-être des milliers d'années aussi avec la Libye, est intéressée par la restauration de la stabilité dans ce pays. Ouais. Alors, Votre Excellence, on aimerait aussi souligner le rôle important de l'Égypte, en fait, dans la coordination, dans le fait de trouver des efforts déployés par l'Égypte pour trouver des solutions dans les conflits de tous les voisins. En fait, on parle de la Libye tout de suite, il y a le Soudan, il y a bien sûr la situation à Gaza. Alors, comment vous voyez le rôle et les efforts déployés par l'Égypte dans ces crises? Bon, il y a deux problèmes en question ici. Le premier, c'est la sécurité de ces pays voisins qui ont toujours eu des relations privilégiées avec l'Égypte. Je parle d'une manière très spécifique du Soudan, de la Libye et certainement de nos frères et sœurs en Palestine, à Gaza notamment, ce qui se passe avec le génocide qui est en train de prendre place actuellement là-bas et que Israël vient de menacer pour, encore une fois, que bientôt il y aura une invasion, une opération terrestre à Rafah. Je trouve qu'il y a aussi un support américain pour cela parce que les dernières déclarations de l'administration américaine, c'est qu'elle n'est pas en faveur d'une opération majeure à Rafah. Ce qui veut dire qu'une opération limitée est acceptée. On ne sait pas exactement limité veut dire quoi exactement. C'est un mot qui est très vague et qui ne donne pas d'explicibilité au danger que représente une opération pareille. En tout cas, l'Égypte, dès le début, a souligné l'importance de restaurer la stabilité et la sécurité dans ces pays voisins. Pour la deuxième raison, j'ai parlé de la première raison, c'est l'importance de ces pays en soi, mais le deuxième point qui est très important, c'est notre sécurité nationale. N'oublions pas que avec un pays comme l'Égypte, qui a trois côtés et une Méditerranée, alors c'est seulement la Méditerranée qui est jusqu'à maintenant sain et sauf, mais en ce qui concerne nos frontières est, ouest et sud, la situation peut toujours mettre en danger notre sécurité nationale. C'est pour ces deux raisons-là que l'Égypte tient à arriver à une solution pacifique à tous ces conflits régionaux, à ces guerres civiles, de sorte qu'on puisse rétablir la sécurité dans toute la région, pas seulement pour ces pays. Ouais. Alors en fait, justement, puisqu'on parle de la situation à Gaza, hier, les pays membres de l'OCI ont appelé à l'intensification des efforts en vue de trouver une solution à la crise à Gaza. Alors comment vous voyez ces déclarations et qu'est-ce que les pays membres peuvent faire pour soutenir davantage les efforts pour parvenir à une solution définitive à Gaza, bien sûr? Malheureusement, je trouve que malgré toutes les bonnes intentions de ces pays-là pour arriver à une solution pacifique et régler et arrêter le génocide qui est en train de prendre place actuellement à Gaza, mais les pays qui peuvent vraiment exercer une pression sur Israël pour l'obliger à se plier au droit international ne jouent pas le rôle convenu. Je parle ici notamment les États-Unis et les pays de l'Occident. Alors ces pays, malgré leurs mots qui essayent de calmer la situation,
Mais à vrai dire, leur action est totalement différente. Entre un soutien militaire, un soutien diplomatique et politique pour les actions d'Israël sous le prétexte de se défendre. Malgré qu'il y a une nouvelle opinion publique qui est en train d'être formulée actuellement, notamment parmi les jeunes et les nouvelles générations en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, on a vu récemment, et on le voit toujours, les universités américaines et comment est-ce qu'ils sentent qu'ils sont. Et c'est très important ici de parler de cette nouvelle position des jeunes américains. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres démonstrations pour d'autres pays qui considèrent des pays ennemis ou des pays hostiles? Pourquoi seulement cet acte avec les Palestiniens? Parce que tout simplement, ils sentent que leur gouvernement est responsable pour le génocide qui est en train de prendre place. Tandis que dans d'autres situations, ce sont des pays hostiles, mais les États-Unis n'ont rien à voir avec leur hostilité. Mais avec le cas d'Israël, ils savent que sans leurs dollars, sans leur argent de taxes et ainsi de suite, qu'ils ne peuvent pas assister, le gouvernement ne pourrait pas assister à Israël. Et c'est pour ça qu'ils se sont responsables, c'est pour ça qu'ils sont en train de mettre ces démonstrations en place. Mais je veux dire qu'en général, malheureusement, les pays qui doivent prendre des mesures concrètes contre Israël, que ce soit des sanctions, que ce soit des boycotts contre l'État hébreu, ne sont pas en train de prendre place et du coup, Israël pense que c'est un feu vert pour elle pour continuer. Et d'ailleurs, on vient juste d'entendre le Premier ministre israélien parler hier que l'opération de Rafah va prendre place, que la communauté internationale la veuille ou non. Ce qui montre qu'il n'y a aucun espoir de changer la politique israélienne envers les Palestiniens, que la situation et la sécurité même de leurs propres otages ne représentent pas un danger pour eux pour arrêter le génocide qui est en train de prendre place. Et du coup, je ne suis pas aussi optimiste comme j'espérais de l'être à cause du support américain et les Occidentaux que je compte comme complices à Israël dans ce génocide qui est en train de prendre place actuellement. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligi, je rappelle, vous êtes ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Et on passe actuellement aux élections au Tchad. Il y a 2 jours des élections présidentielles au Tchad. Les électeurs ont une soif d'en découdre avec l'ancien système, en fait, dont chaque parti et ruelle de la capitale en s'active pour les derniers meetings de campagne qui s'annoncent d'ailleurs très chauds. Plus de détails dans ce commentaire. C'est effectivement depuis l'assassinat de l'ancien maréchal Idriss Déby Itno que Tchad n'avait plus connu d'élection présidentielle. Malheureusement, l'autorité nationale de la gestion des élections a interdit quiconque de filmer ou de faire des photos des procès-verbaux ou de publier les résultats sur les réseaux sociaux et toute autre forme de plateforme radio-télévision. Faux, rétorquent les habitants de la capitale N'Djamena. La loi ne leur interdit pas de photographier des procès-verbaux. D'ailleurs, il accuse l'ONG de préparer une fraude massive en faveur de l'actuel président de la transition au pouvoir et candidat de l'ancien parti, le MPS. Arnaud Kerebaï dit que c'est un fou que l'ange est en train de mettre sur pied pour pouvoir truquer les élections en faveur du MPS.
Mais il affirme que les procès-verbaux, ils vont les filmer et qu'on va attendre leur réaction. Francis Ndjilem, membre de l'opposition, lui ajoute que dans ce pays, par le passé, les gens étaient là à truquer. Donc, pour eux, comme le président les a galvanisés, leur demandant d'être des sentinelles de ce vote. Donc, pour que les gens ne puissent pas détourner leur voix, ils seront obligés de filmer. Enfin, le Tchad retient son souffle. Dans chaque partie et ruelle de la capitale, on s'active pour les derniers meetings de campagne qui s'annoncent d'ailleurs très chauds. Le climat, une aubaine pour des start-up en Afrique a priori, mais elles se heurtent à l'accès aux fonds, même si elles ont plus de 3,4 milliards de dollars depuis 2019, grâce aux sociétés de capital risque et de capital investissement. Plus de détails concernant ce sujet avec Shams Nemi. Une entreprise africaine propose aux particuliers et aux entreprises des formules d'abonnement à l'énergie solaire et aux batteries bénéficient de la récente hausse des financements privés. Selon le chef de cette entreprise, le financement des technologies climatiques sur le continent est aujourd'hui plus restreint en raison de l'ampleur prise par l'industrie. En 2015, c'est beaucoup plus facile. Il y avait beaucoup de venture capital. Ils étaient très intéressés par les entreprises d'énergie renouvelable. Il y avait beaucoup de subventions, ce qui fait que la stratégie à l'époque était d'obtenir du capital patient qui pouvait permettre la croissance de beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, le secteur est un peu plus serré car la chaîne de valeur s'est élargie et les acteurs cherchent maintenant à jouer dans ces domaines spécifiques. Le chemin est encore plus long, le continent ayant besoin de 277 milliards de dollars par an pour atteindre ses objectifs climatiques d'ici à 2030. Dans le même temps, les investisseurs sont invités à élargir leur champ d'intérêt et d'autres secteurs industriels liés au climat, tels que la protection contre les inondations, la gestion des catastrophes et la gestion de la chaleur. Et ils sont prisés à utiliser des méthodes de financement diversifiées. L'année dernière, les startups de la technologie climatique sur ce continent ont levé de 1,04 milliard de dollars, soit une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente et le triple de ce qu'elles ont levé en 2019. Les fonds levés par les startups de la technologie climatique l'année dernière représentaient plus d'un tiers de tous les fonds levés par les startups en Afrique 2023. Le capital risque est généralement accordé à des entreprises présentant un risque important, mais un grand potentiel de croissance à long terme. Les startups l'utilisent pour se développer sur de nouveaux marchés et pour mettre leurs produits et services sur le marché. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, nous parvenons au terme de cette édition de Tour du Monde Afrique. Merci pour votre attention.